Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour la conférence sur l'éthanol. Je vais commencer par vous poser un peu le cadre, vous dire de quoi on va parler. Alors, premièrement, la conférence est filmée, du coup. On a cadré de façon à ce que vos visages n'apparaissent pas normalement, mais je vais flouter au cas où quelqu'un se lève ou qu'il y ait quelque chose à retirer. Et la conférence sera rediffusée aussi sur Radio Vassivière dans la semaine prochaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le micro qui enregistre aujourd'hui. Par ailleurs, donc là, on va parler du bioéthanol. Je voudrais surtout vous exposer mon point de vue en tant qu'utilisateur. Donc, ça fait 2 ans que je l'utilise et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué de s'informer correctement sur le sujet puisqu'il n'y a pas de source unique d'information. L'État ne fait pas forcément beaucoup la promo de ce carburant et il y a beaucoup d'infos et beaucoup d'intox sur les effets de l'éthanol sur vos véhicules et sur l'environnement. Et donc du coup, étant donné que je l'utilise, forcément mon interprétation personnelle de l'éthanol va être influencée par l'avis que j'en ai. En revanche, les chiffres que je vais vous montrer sont sourcés, donc au dos de vos petits livrets, sur la première page, vous avez les sources. Vous pourrez retrouver les informations qui sont citées là sur les sites internet qui sont cités. Alors il n'y a pas de source scientifique au sens d'une étude scientifique, c'est surtout des retours utilisateurs, des articles dans les médias ou ce genre de choses, combinés avec ce que je sais déjà de ce carburant. Et donc forcément, il y a potentiellement des erreurs qui peuvent se glisser sur les chiffres exacts, comme les volumes produits par pays et par année, etc. Et à la fin, après les 30 minutes de conférence, il y aura 30 minutes de débat. Donc vous pourrez me poser des questions et on pourra en discuter, notamment des effets sur le climat qui portent beaucoup à confusion. Alors, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Alors l'éthanol, c'est l'alcool, le même alcool que vous avez dans vos boissons. On l'utilise soit dans l'industrie chimique comme solvant, soit dans les boissons alcoolisées, ou en tant que carburant, même si c'est une utilisation assez marginale pour le moment. Tu veux mettre la suivante, s'il te plaît? Donc la grosse différence entre l'éthanol et l'essence, c'est que dans l'essence, vous allez retrouver entre 20 et 30% de cette molécule-là, qu'on appelle un alcane. Et l'éthanol, c'est la molécule juste à côté, donc l'alcool, où il y a un petit atome d'oxygène qui s'est glissé dedans. La chose que ça change, c'est que dans 1 litre d'éthanol, vous aurez un peu moins d'énergie que dans 1 litre d'essence. D'où la surconsommation dont on parlera tout à l'heure. Et le 85, c'est le nom qui porte à la pompe que vous allez acheter dans une station-service, contient 15% de sans-plomb. Parce que dans notre pays, comme il peut faire facilement froid, les démarrages en hiver peuvent être compliqués si on n'utilise que de l'éthanol. Donc l'État rajoute une petite proportion d'essence pour faciliter la combustion. Vas-y. Donc le bioéthanol, on le retrouve surtout dans 3 pays pour sa production et sa consommation. Le Brésil et les États-Unis depuis les années 70, en gros les chocs pétroliers, au même moment où nous on est passé à l'énergie nucléaire. Et en France depuis 2007, année où il a été légalisé sur le territoire pour les pompes, pour les stations-service. Alors, chez nous, il est produit à partir de betteraves sucrières. On y reviendra après, je vous montrerai comment on le fabrique. Et au Brésil et aux États-Unis, c'est canne à sucre et pas mal de céréales et de maïs aux États-Unis. Vous avez ici les chiffres pour la production annuelle pour l'année 2017. Donc au Brésil, 32 millions de mètres cubes. Alors évidemment, c'est des notions de volume qui sont un peu difficiles à percevoir. C'est pour ça qu'en dessous, je vous ai indiqué que 50% des besoins en énergie sont comblés par l'éthanol au Brésil pour les véhicules essence. En France, c'est 10% avec les 4 millions de mètres cubes qu'on produit. Et aux États-Unis, 10% des besoins aussi qui sont assurés par l'éthanol avec une production, donc le numéro 1 mondial, à 60 millions de mètres cubes. On peut voir que, à l'exception faite du Brésil, les pays producteurs comme la France ou les États-Unis exportent une partie de leur production d'éthanol. Vas-y. Alors en France, on a 3 types de carburants qui contiennent de l'éthanol. Donc là récemment, on a changé la dénomination des carburants. On a le 5, c'est le samplon 95 et 98 qu'on retrouvait déjà il y a quelques années. Il contient jusqu'à 7,5% d'éthanol, donc c'est pas tout à fait cohérent avec sa nomination. Ah, est-ce que tu peux bouger le... Merci. Donc il récupère 60% des parts de marché, c'est-à-dire que 60% des gens qui font le plein d'essence en France mettent ce carburant-là. Et il absorbe la majeure partie de l'éthanol qu'on produit en France. Et on le retrouve hors taxe. Alors j'ai mis hors taxe pour vous indiquer le prix à la fin de l'éthanol, à 88 centimes le litre. Donc vous voyez la différence entre les 1,50 € qu'on paye à la pompe et les 88 centimes. Ça c'est la fameuse taxe carbone et toutes les taxes que prend l'État. À côté, vous avez le 10 qui existe depuis pratiquement 10 ans. C'est en gros l'autre moitié des parts de marché qui absorbe l'autre moitié de l'éthanol qu'on produit et qui est un poil moins cher à la pompe et qui contient à peine plus d'éthanol. Et vous avez le 85, donc le sujet de ce soir, qui contient 85% d'éthanol en été et 65% en hiver. Donc les 65% en hiver, c'est pour les démarrages à froid, comme je le disais juste avant. Et donc il n'occupe que 1,2% des parts de marché, donc c'est vraiment une utilisation très marginale.
Et on le retrouve à 66 centimes le litre hors taxe. Vas-y. Donc pour la production de l'éthanol, on peut le faire de 3 façons, soit avec des plantes sucrées, comme la betterave et la canne à sucre, avec des plantes amylacées, donc en gros c'est les céréales, on retrouve aussi la patate douce dans le lot. Et la plus intéressante, mais qui est la moins développée aujourd'hui, c'est les matières lignocellulosiques, donc herbes, bois et déchets verts. En gros, pour les plantes sucrées, on fait baigner, par exemple, la betterave qu'on a récupérée, on la coupe en lamelles, on la met dans de l'eau et on extrait un jus sucré. Ensuite, on déshydrate ce jus et on le fait fermenter avec des levures, la même levure qu'on utilise pour faire le pain. Et on obtient un mélange d'alcool et d'eau qu'on déshydrate et ça fait de l'éthanol. Donc on retrouve ces usines-là à proximité des champs de betteraves. Aux États-Unis et au Brésil, c'est principalement la canne à sucre. Donc la canne à sucre, elle est sur les plantes sucrées et on trouve aussi le maïs. Alors pour les céréales, il faut faire un petit traitement supplémentaire pour extraire du sucre. Et la troisième partie, on verra juste après comment on l'a fait, c'est celle qui a le moins d'impact sur l'environnement, entre guillemets. C'est aussi un avantage au niveau de la compétition avec les ressources alimentaires, parce que vous verrez que l'éthanol entre en compétition directement avec des ressources alimentaires. C'est le plus gros problème. Vas-y. Alors en France, c'est surtout du blé et de la betterave, majoritairement la betterave. Là, sur ce schéma, vous voyez qu'on passe par une étape qui s'appelle le TBE. En fait, c'est la production d'éthanol pour le 5 et le 10. En fait, c'est pas vraiment de l'alcool qu'on trouve dedans, c'est un dérivé qui est un peu plus facile à utiliser dans les moteurs essence. Il n'y a pas besoin d'adapter votre moteur pour mettre de l'E5 ou de l'E10. Par contre, il se peut que ce soit nécessaire sur certains véhicules d'adapter le moteur pour le 85. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a beaucoup de véhicules qui l'utilisent sans boîtier. Vas-y. Alors évidemment, on dit biocarburant, mais le bio là-dedans sous-entend simplement que c'est d'origine végétale, mais on utilise des quantités massives de pesticides pour les produire. Si on classe la betterave, si on classe les produits végétaux en France par la quantité de pesticides qu'on utilise pour chaque plant, la betterave c'est la troisième culture la plus traitée en France. En moyenne, un plant de betterave reçoit, on va dire, environ 4 doses de pesticides par an et par plant. Alors, c'est principalement des insecticides, des fongicides pour éviter que la racine pourrisse, puisque c'est dans la racine qu'est le sucre. Et aussi beaucoup de pesticides pour favoriser la plante, pour qu'elle puisse pousser dans le sol sans avoir de compétition, donc des mauvaises herbes, ce genre de choses. Et évidemment, le problème, c'est qu'on fait des champs de centaines d'hectares où on trouve que de la betterave et on a une monoculture, pas de biodiversité, on tue tout ce qui est vivant dans le sol. Et en plus de ça, on érode énormément les sols. Mais c'est en gros les mêmes problèmes qu'on a déjà avec notre culture industrielle de façon générale. Après, on a sur le côté droit de la diapo, vous avez la pollution en termes de CO2. Alors, j'ai pas pris les gaz à effet de serre puisque c'est principalement du CO2 qui est rejeté pour l'éthanol. Les autres gaz à effet de serre sont assez minoritaires. Pour produire l'éthanol qu'on utilise en France, aujourd'hui, c'est aux alentours de 43 000 tonnes de CO2 par an. Et ça représente les 0,07% d'émissions françaises de CO2. C'est vraiment minimaliste. Alors après, il faut mettre ça en comparaison avec le fait que seulement 1% des gens utilisent de l'éthanol pour leur voiture. Si on avait une consommation où tout le monde utilisait de l'éthanol, on polluerait beaucoup plus. Ceci dit, on polluerait quand même moins qu'avec du pétrole, en mettant de l'essence habituelle. Et ça représente au total 100 000 hectares cultivés actuellement pour tout cet éthanol, donc 0,34%, que dalle quoi, des terres cultivées. Donc là, vous avez sur votre gauche, en haut, c'est une photo d'une partie de la forêt amazonienne, donc au Brésil. En juin 1975, on peut voir que la forêt est verdoyante de partout, qu'on voit à peine les traces d'activité humaine. Et en dessous, c'est la même photo en septembre 2001, où un bon quart de la forêt a été détruite pour l'exploitation du bois. Alors la forêt n'est pas directement détruite pour faire de l'éthanol. Est-ce que tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Donc là, sur cette carte du Brésil, vous avez la zone où la photo a été prise par satellite, en orange. Donc c'est dans le nord-ouest du Brésil. Vas-y, mets la suite. On voit la forêt amazonienne qui est représentée de façon assez sommaire. Donc elle est loin des côtes. C'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que l'éthanol est produit sur les côtes du Brésil. Vas-y, mets la suite. Vous voyez ces zones oranges. Donc la zone autour de Sao Paulo au sud, c'est 85% de la production d'éthanol au Brésil. Et la petite zone en haut à droite, c'est la production, les 15% restants. En fait, l'éthanol en soi, pour produire la canne à sucre, on ne déforeste pas, mais on oblige des agriculteurs qui étaient déjà présents sur ces côtes-là. Vas-y, mets la suite. On les oblige... Vas-y. Voilà, donc les flèches que vous voyez là, c'est le déplacement des agriculteurs qui étaient présents là où on fait de l'éthanol aujourd'hui pour s'orienter en direction de la forêt amazonienne. En fait, le climat amazonien ne permet pas de faire pousser la canne à sucre pour faire de l'éthanol, donc ils restent sur les côtes. Mais les agriculteurs qui faisaient avant des ressources alimentaires sont obligés d'aller à l'intérieur des terres et ils favorisent la déforestation de l'Amazonie. Donc c'est un vrai problème là-bas. Vas-y. Alors là, ensuite, je voulais le mettre en comparaison avec le biodiesel, l'éthanol. Donc vous avez une carte de l'Indonésie entre 1950 et 2020.
Bon, le 2020, forcément, c'est une projection, mais vu l'allure que ça a pris ces dernières années, on peut voir que la couverture forestière était quasiment totale en Indonésie dans les années 50, et que pour produire de l'huile de palme, ils se sont mis à déforester en masse. En fait, ils suppriment pas vraiment la forêt. Ils remplacent une forêt avec énormément de biodiversité par une forêt où il n'y a que des palmiers, avec plein de pesticides pour favoriser leur développement. Et cette huile de palme, en fait, c'est ce qu'on utilise en France pour fabriquer notre biodiesel, hein, notre chère entreprise nationale Total qui fait du biodiesel comme ça. Et surtout, quand on fait le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez voir sur la droite que l'huile de palme, c'est la deuxième ligne. Au total, sur le cycle complet, entre le moment où vous produisez le carburant et le moment où le carbone est refixé par la plante, il est extrait de l'air, il est refixé par la plante, on produit 3 fois plus de CO2, de gaz à effet de serre avec l'huile de palme qu'on en produirait si on utilisait du diesel. Autrement dit, utiliser du biodiesel, c'est encore pire que d'utiliser du diesel standard. Et on peut voir que sur les autres techniques à base d'autres huiles, par exemple en haut, la première ligne, c'est l'huile de colza, c'est quand même supérieur à 100% des émissions du diesel normal. Et en moyenne, on émet entre 1,5 fois et 2 fois plus de gaz à effet de serre avec du biodiesel. L'éthanol, c'est un peu moins le cas. Alors l'éthanol de la quatrième ligne, alors attendez, j'ai noté, c'est fait à partir de l'ensilage de maïs. On recouvre la paille de ce qui reste quand on a extrait les épis de maïs pour fabriquer de l'éthanol avec. Ça émet quand même plus de CO2 que d'utiliser de l'essence uniquement. Mais si on le met en comparaison, par exemple, l'éthanol à base de sucre de canne, qui est la cinquième ligne, donc qui est là, et l'éthanol de betterave sucrière, qui est ici, ces modes de production-là rejettent moins de CO2 dans l'atmosphère que l'utilisation d'essence standard. Alors évidemment, avec tous les problèmes environnementaux que ça génère derrière, déforestation et monoculture. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de développer la seconde génération de bioéthanol. C'est un bioéthanol produit à partir de déchets verts, qui ne rentre pas en compétition avec la production alimentaire. On peut faire de l'éthanol à partir du gazon que vous allez tondre l'été. On peut faire de l'éthanol à partir du bois qu'on coupe dans les parcs des villes, par exemple. Et cette production-là d'éthanol, donc c'est la première ligne de la catégorie avancée qui est ici, on peut voir que à la fin, on fixe du CO2 présent dans l'atmosphère avec la seconde génération de bioéthanol. Donc si jamais on se met à produire en masse de l'éthanol de seconde génération, on peut théoriquement réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Évidemment, c'est des rythmes qui sont tellement faibles qu'il faudrait des siècles pour compenser ce qu'on a déjà rejeté, mais il n'a pas les défauts de l'essence standard à ce niveau-là. Est-ce que tu peux mettre la suite, s'il te plaît ? Alors après, évidemment, on peut... Vas-y, encore. On peut évidemment constater que quand on fait de l'éthanol, on n'a pas besoin d'aller forer sous 4000 mètres de fond marin et 6000 mètres de croûte terrestre pour extraire du pétrole extrêmement difficile d'accès. On n'a pas besoin de le raffiner non plus dans des grosses raffineries polluantes. Et on n'a pas besoin de faire appel à des supertankers qui font le tour de la planète et qui polluent autant que la France quasiment dans son ensemble. Et on a 66% d'émissions de dioxyde de carbone en moins avec l'éthanol produit en France. Vas-y, mets la suite. Voilà, bon, j'avais mis ça. Mais encore la suite, s'il te plaît. Donc l'éthanol de seconde génération, vous pouvez voir que c'est quasiment la même méthode que pour l'éthanol de première génération. Pour la partie qui est en dessous de la diapo, on fermente toujours un composé qui est riche en sucre avec des levures pour faire de l'alcool de la même manière qu'on fait de la bière, par exemple. La seule chose, c'est qu'il faut faire un pré-traitement sur les déchets verts, donc pour la deuxième génération. Il faut faire en sorte qu'on retrouve du sucre dans ce qu'on extrait du gazon, des déchets verts, etc. Et pour ça, on passe d'abord par un traitement à l'aide d'enzymes de synthèse, donc évidemment à partir du génie chimique, donc le pétrole, et ensuite on le fait fermenter. L'avantage que ça a, c'est que du coup on n'est pas en compétition sur les ressources alimentaires, donc on ne fait pas augmenter le prix de la viande, on ne fait pas augmenter le prix du blé, du maïs, de la betterave, et il y a beaucoup plus de matières premières disponibles. On n'est pas obligé de couper la forêt pour aller cultiver de la betterave, on peut directement ramasser les feuilles d'automne par terre. Par contre, même si ça reste plus rentable financièrement que le pétrole, c'est moins rentable que l'éthanol de première génération. Donc étant donné que la première génération est déjà implantée, on est obligé de faire appel à des subventions publiques pour stimuler la deuxième génération. Une fois qu'elle sera installée, elle sera rentable, mais voilà, on a un moins bon retour énergétique. Alors je fais une petite parenthèse sur le retour énergétique. Le retour énergétique, c'est tout bête. Si je mets l'équivalent d'un baril de pétrole d'énergie pour aller chercher du pétrole, il faut que j'en extrais plus que j'en ai investi. Il faut donc que le rapport entre les deux soit supérieur à 1. Au 19e siècle, par exemple, quand on sortait du pétrole du sol, c'était un baril investi, 100 barils qui sortaient du sol. On mettait un coup de pioche et ça giclait. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 pour 11, ce qui commence à poser problème d'ailleurs. Et pour le bioéthanol de première génération, c'est 1 pour 3. Et pour la seconde génération, ce serait aux alentours de 1 pour 2. En tout cas, c'est les résultats en labo. Mais en labo, ils ont plus de moyens que dans l'industrie, donc ça serait peut-être même encore plus bas. Donc ça, c'est vraiment un frein au développement de cette technologie. Vas-y.
Bon, alors maintenant, je vous ai donné un peu je vais faire un peu le tour des problèmes de l'éthanol au niveau environnemental. Euh, Si jamais vous décidez éventuellement de vous intéresser à l'utilisation du carburant, étant donné qu'il est disponible, alors vous avez deux façons d'utiliser le bioéthanol. Vous avez avec ou sans boîtier. Le boîtier, en fait, c'est un équipement payant, je vais vous expliquer après, qui permet d'adapter votre moteur. Tous les moteurs essence, en fait, on peut leur mettre un boîtier et ils roulent à l'éthanol derrière. Mais on peut aussi rouler sans boîtier. On peut rouler tel quel dans une voiture essence avec de l'éthanol. Il faut juste vérifier que ça fonctionne sur le modèle que vous avez. En général, 95% des véhicules le supportent. Vas-y, mets la suivante. Donc je vais commencer sans boîtier. Je vais vous présenter les risques majeurs que vous avez si vous utilisez de l'éthanol dans votre voiture sans boîtier. Au niveau mécanique, en soi, il n'y a pas de problème. L'acier résiste très bien et l'aluminium aussi à l'éthanol. Ce qui craint vraiment, c'est que si en hiver vous n'arrivez pas à démarrer, vous pouvez faire comme moi l'année dernière, c'est-à-dire vider votre batterie et vous retrouvez, vous pouvez plus démarrer quoi. Donc ça c'est assez emmerdant. Et vous avez aussi le risque d'user votre démarreur. Alors ça m'est jamais arrivé. J'ai lu que c'était arrivé à certaines personnes sur internet, mais j'ai jamais eu le cas dans la réalité. Je pense que quand vous galérez à mettre 10 coups de clé tous les matins pour démarrer, vous pouvez vraiment niquer votre démarreur. Mais après, ça reste intéressant financièrement. Évidemment, il faut aller au garage tous les ans pour changer son démarreur, c'est pas terrible. Mais si vous prenez quelques précautions, vous pouvez quand même le faire sans tous ces risques. Bon, déjà en hiver, on peut mettre un peu d'essence, hein. On peut mettre 5 litres d'essence et mélanger ça avec de l'éthanol pour faciliter le démarrage. C'est ce que je fais par exemple avec une Twingo. Vous pouvez, si vous êtes bricoleur, modifier votre sonde de température d'eau. Alors, c'est possible. En fait, vous pourrez me poser la question tout à l'heure si vous voulez plus de détails, mais en gros, on fait croire au moteur qu'il fait moins 90 degrés Celsius. Étant donné qu'il est en panique totale parce qu'il gèle de ouf, il va injecter des tonnes d'éthanol et il va compenser en fait le manque d'énergie et faciliter le démarrage. Bon, ça, c'est vraiment une solution si vous avez le courage de modifier, quoi. Ou sinon, si vous avez une vieille voiture, genre Renault 5 par exemple, vous pouvez laisser le starter engagé et pour envoyer plus de carburant. Bon, après ça, généralement, plus personne n'a de voiture à carburation. Maintenant, plus personne n'a de starter. Vas-y, mets la suivante. Alors, si tout ça, ça vous paraît compliqué ou vous n'avez pas envie d'aller modifier votre sonde de température d'eau, ce que je peux comprendre, moyennant 800 €, vous pouvez installer un boîtier sur votre véhicule qui va augmenter l'injection de carburant. Alors, ce boîtier, il est fourni avec une garantie de 5 ans pour les pièces qui sont en contact avec le moteur, même si votre voiture a dépassé la garantie constructeur. C'est-à-dire que si jamais votre moteur casse et que vous soupçonnez que ce soit à cause de l'éthanol, le constructeur du boîtier vous remplace vos pièces gratuitement. Donc cette garantie de 5 ans, vous avez une moins forte surconsommation avec le boîtier puisque la combustion est adaptée. Vous avez un petit peu plus de couple. Alors le couple, en gros, c'est une voiture qui n'a pas de couple. Vous lâchez la pédale d'un seul coup, elle va caler. Une voiture qui a beaucoup de couple, hein, souvent c'est les diesels, vous lâchez l'embrayage et vous partez direct. En gros, c'est la tendance qu'a le moteur à rester en mouvement. Vous avez plus de couple quand vous utilisez de l'éthanol. Ça rapproche le comportement de votre voiture essence d'un comportement diesel. Alors ça se voit surtout sur les petites motorisations, genre sur une Twingo, on le sent vraiment. Par exemple, je pense que sur une voiture de 130 chevaux, il n'y aurait pas grande différence. Et surtout, le gros avantage, c'est que quelqu'un qui va acheter une voiture qui a été modifiée avec un boîtier, genre sur le Bon Coin, vous prenez une voiture avec marqué boîtier agréé, vous avez la facture, vous avez tout en règle. La carte grise est gratuite dans toutes les régions de France, sauf en Bretagne où ils ont la flemme peut-être. Et aussi dans la région PACA où c'est moitié prix. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Si une carte grise coûte 300 balles, vous l'avez à moitié prix, ça vous économise 150 €. Et puis bon, vous avez toute la facilité qui va avec le boîtier, c'est-à-dire pas d'usure de la batterie forcément, pas d'usure du démarreur, les démarrages sont simples. Et on exploite mieux l'indice octane de l'éthanol. Bon, c'est une caractéristique qui définit la combustion. Et vous n'avez aucun risque de voir votre voiture paniquer, ce qui peut arriver si vous n'utilisez pas de boîtier. Par exemple, si vous passez du jour au lendemain de 0% à 100% d'éthanol, il faut le temps que la voiture s'habitue. En général, on y va par palier. Le premier mois, on met 50% par exemple. Si vous y allez d'un seul coup, votre voyant moteur peut s'allumer. Et en général, le voyant moteur, dans le manuel, ça veut dire on s'arrête, on va au garage. Alors en vrai, ça n'a pas de conséquences sur la voiture, c'est juste que l'ordinateur de bord de la voiture va croire que vous avez mis un carburant de merde, ce qui est un peu le cas, et du coup, il va vous demander de changer de carburant. Alors du coup, pour ce qui est de la surconsommation, ça c'est sur une Laguna qui n'a pas de boîtier. Si vous utilisez 100% d'éthanol, on peut monter jusqu'à 30% de surconsommation. Alors les 30%, c'est pour tous les véhicules. Le fait d'avoir pris l'exemple de la Laguna, c'est parce que j'ai les chiffres en nombre de litres par centaine de kilomètres. Donc une voiture qui fait 8 litres au 100 sans éthanol fera 10 litres au 100 avec l'éthanol. Cette surconsommation sera plus faible si vous mettez un boîtier. Et ça vient du fait qu'il y a moins d'énergie dans un litre d'éthanol que dans un litre d'essence. Alors voilà, après si on peut faire le point aussi de l'effet que ça a sur l'économie locale. Alors tant que les revenus sont là, on peut financer actuellement 8900 emplois directement liés ou indirectement liés à la production d'éthanol. Donc en gros, ça réunit tous les acteurs qui sont sur la filière éthanol, les producteurs, les syndicats agricoles, les usines qui produisent l'éthanol, les transporteurs routiers qui vont amener l'éthanol dans les pompes à essence. Ça représente à peu près 9000 emplois.
Vous avez une production totale, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de 4 millions de mètres cubes en France. Et sur ces 4 millions, donc ça, c'est les 4 millions de mètres cubes, c'est la totalité carburant plus alcool à destination alimentaire, plus alcool à destination de solvants dans les usines. Donc la portion qui est transformée en éthanol, c'est 1,2 million de mètres cubes. C'est comme si 840 000 personnes roulaient déjà avec ce carburant aujourd'hui. En réalité, c'est 90 000. La différence, elle vient du fait que tous les gens qui ont une essence mettent déjà 10% d'éthanol, pratiquement 10%. Mais c'est l'équivalent de 840 000 personnes qui l'utilisent déjà. Vas-y. Alors, non, c'est bon. C'est bon, ça va le mettre, ouais. Alors du coup, au niveau du prix, c'est un peu plus stable que le pétrole, puisqu'on dépend moins de l'énergie fossile sur cette filière. Le fait que le prix de l'éthanol ait baissé entre 2014 et 2016, c'est à la fois lié à la chute du cours du pétrole, comme on peut le voir sur ce graphique, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a eu un accroissement assez important cette année-là du nombre de consommateurs, suite à l'homologation de... Bon, c'est pas grave, on n'a plus besoin. L'homologation des boîtiers avait fait qu'il y avait beaucoup plus de gens qui sont passés à l'éthanol. C'est embêtant, ça. Donc, on revient en arrière, la flèche de gauche, s'il te plaît. Donc tout à l'heure, je vous avais mis le prix hors taxe, mais en fait, le prix hors taxe ou TTC avec l'éthanol est le même, puisqu'il n'y a pas de taxe prélevée par l'État, à part la taxe carbone, qui est de l'ordre de 5 ou 6 centimes pour l'éthanol. Et je vous ai mis donc les prix constatés minimum et maximum. Le prix le plus élevé pour l'éthanol est incroyablement haut de 1 euro le litre, mais finalement, c'est quand même pas si haut que ça, c'est sur une station-service sur une autoroute. Et le prix le plus faible, c'est en Ariège, où on peut le trouver à 21 centimes le litre, ce qui veut dire faire le plein pour 10 balles. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien vivre en Ariège. Et sinon, je vous ai mis un exemple sur ma 206, du coup, c'est une 1,4 litre. Avec l'éthanol, j'ai une autonomie de 700 km pour un réservoir de 50 litres. Si je fais le plein à l'E10, ce sera 72,50 €. Et si je fais le plein à l'éthanol, ce sera 33 €. Et vous avez le prix au kilomètre en dessous, 11 centimes du kilomètre à l'essence, 5 centimes à l'éthanol. Donc ça, c'est pour l'avantage financier, quoi. Vas-y, mets la suivante. Alors ça, c'est une carte des stations-service disponibles en France. Donc environ 12% des stations le distribuent. Cette carte ne montre pas la grosse disparité qu'il y a entre les départements ruraux et les départements qui contiennent une métropole. Donc par exemple, on trouve 7 stations-service qui proposent de l'éthanol à Clermont, mais on n'en trouve que 2 en Corrèze. En Corrèze, vous avez Bourg-Lastic qui est la plus proche du sel, et vous avez une station à Brive-la-Gaillarde aussi. À Brive, c'est 80 centimes le litre, et ici à Bourg-Lastic, c'est 70 centimes le litre. Donc c'est une pompe bleue ou une pompe rouge en fonction de l'un des deux. Et vous avez sur la droite des sites internet pratiques, donc ils sont sur le livret que je vous ai distribué. Vous avez le site prix-carburant.gouv.fr. Alors il est utile pour tout le monde, même sans rouler à l'éthanol. C'est la liste des stations françaises mises à jour chaque semaine avec les prix pratiqués pour les différents carburants. Et on peut notamment se servir de ce site pour situer la station éthanol la plus proche, par exemple. Et il y a un outil aussi qui est sympa. Si vous avez un trajet à faire, par exemple traverser la France, vous mettez votre destination et votre point de départ, et ça vous dit les stations qui sont sur votre trajet. On constate avec cet outil qu'en général, tous les 50 bornes, il y a une station éthanol. Le seul truc, c'est que 50 bornes au quotidien, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, par exemple, j'ai des bidons, je vais choper généralement 100 litres, et je fais le plein pour un mois, je mets 60 € et j'ai le plein pour tout le mois pour la voiture. Non, attends, n'y touche pas, ouais, parce que sinon tu changes de slide, merci. Le deuxième site, c'est un site qui réunit des tests qui sont faits par les utilisateurs sur différentes marques et différents modèles de voitures. Donc si vous voulez rouler sans boîtier, vous pouvez vérifier sur ce site si votre véhicule est compatible avec l'éthanol. Donc il y a des gens, par exemple, qui ont essayé les Chevrolet Spark. Les Chevrolet Spark sont très difficiles à faire rouler à l'éthanol. L'ordinateur de borne panique assez rapidement, au-delà de 30%. Et il y a des voitures qui supportent très bien l'éthanol, par exemple toutes les Peugeot 106, pas les diesels forcément, mais les Peugeot 106 supportent très bien l'éthanol même en hiver, maximum de coups de clé, ça marche bien. Donc moi j'avais fait 60 000 km avec une 106, et après je l'ai vendue, elle n'a pas cassé. 60 000 km avec de l'éthanol uniquement, et ça marchait aussi en hiver. Voilà, donc vous pourrez comparer votre modèle si ça vous intéresse sur ce site. Et en bas, vous avez un forum de discussion dédié. Vous tapez éthanol forum sur Google. Vous avez éthanol-e85.fr où vous pouvez échanger sur le sujet de l'éthanol, donc les problèmes que ça cause au niveau de l'environnement. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous? Ou est-ce que ça marche pour votre voiture? Vous pouvez aussi le voir sur ce site-là. Vas-y. Alors là, je ne vais pas vous faire la lecture du tableau qui est sur cette diapo, mais vous l'avez en annexe. C'est un tableau qui fait le point sur la rentabilité d'un boîtier. Si vous achetez un boîtier, en fonction du nombre de kilomètres par an que vous faites, vous rentabiliserez plus ou moins vite votre boîtier. Il faut quand même sortir 800 balles d'un seul coup. Si vous faites 30 000 km par an, vous pouvez rentabiliser un boîtier à éthanol en 5 mois et demi. Donc vous faites rapidement une économie. Pour vous donner un exemple, faire 30 000 km par an avec de l'essence, ça représente un budget essence de 3 100 €. Alors qu'à l'éthanol, ça représente 1 400 €. Donc il y a une grosse différence. Après, voilà, dans le cas le plus minimaliste, 6 000 km par an, donc usage de loisirs par exemple, il faut 2 ans et demi pour rentabiliser le boîtier.
Mais bon, en général, une voiture vivant plus de 2 ans et demi, à moins que vous ayez une voiture très vieille, ça peut valoir le coup quand même. Et vas-y, mets la dernière slide, s'il te plaît. Voilà, donc du coup, pour faire le point, pour aller plus loin, j'ai fait un petit calcul rapide avec les sources que je vous ai mis en annexe. Si tout le monde voulait rouler à l'éthanol, c'est-à-dire y compris les gens qui ont un diesel aujourd'hui, si vous vendez votre diesel et que vous prenez une essence et vous mettez un boîtier, 54 fois plus d'éthanol nécessaire en production annuelle. Ça représenterait presque 20% des terres actuellement dédiées à l'agriculture qui passeraient en éthanol. Et ça réduirait théoriquement, si la tendance se poursuit, nos émissions de CO2 de 90% pour le secteur lié au transport. Alors, j'ai pas fait le calcul avec les camions parce qu'il n'existe pas de camions essence, en tout cas pas à ma connaissance, mais le transport lourd en France représente, sur le secteur routier, ça représente 0,8% des transports. Donc, même si 1% des véhicules continuent d'utiliser du diesel, ça serait une amélioration quand même intéressante, pardon. Voilà, après, forcément, c'est de la monoculture partout, c'est des usines au milieu des champs. Alors, j'ai lu que dans certains forums, qu'elles étaient malodorantes. Évidemment, j'ai pas de source, donc c'est à prendre ou à laisser. Mais a priori, ces usines sentiraient mauvais dans les secteurs où elles sont installées. Moi, je pense que si l'éthanol a un avenir, ce serait à combiner avec d'autres choses. Donc, je vous ai mis les trois en bas. Faire plus de covoiturage pour réduire la consommation de carburant, ce qui nécessiterait une production plus faible. Faire de l'agroécologie. Jusqu'ici, on ne fait pas vraiment beaucoup de permaculture à grande échelle en France. Est-ce qu'il serait possible de faire de l'éthanol à partir des produits de la permaculture? C'est quand même des façons de cultiver qui sont beaucoup plus respectueuses de la biodiversité et qui ont des rendements parfois supérieurs aux rendements industriels. Et puis, bon, évidemment, il faut changer notre politique de la ville en France où on incite les gens dans les zones rurales à s'installer dans des lotissements où ne pas avoir de voiture signifie pas de travail et donc pas de vie. Enfin, voilà, notre secteur routier n'est pas adapté pour ça. Voilà, tu peux mettre la dernière, s'il te plaît. Donc, merci à tous d'être venus pour la conférence. Ce sera donc rediffusé sur Radio Vassivière dans la semaine prochaine. C'est la semaine du 10 décembre à peu près. Et la présentation est libre de droit. Donc, elle sera sur la chaîne YouTube du Bardan. Si vous voulez la reprendre, vous vérifiez les chiffres. Vous avez toutes vos sources sur le livret. Voilà, merci à tous. Merci. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut compenser l'ajout d'un boîtier sur une voiture à carburateur par des réglages, simplement ? Alors, oui. Oui, sur les voitures à carburation, tu as une pièce dans le carbus, c'est le gicleur. Et en fait, il faut installer un gicleur un poil plus gros. Le même genre de modif qu'on fait sur un scooter, par exemple. J'en profite pour dire que sur les moteurs genre de moto, scooter, etc., c'est des moteurs qui sont très peu puissants et qui sont fortement affectés par la perte de puissance. Donc il y a un ami à nous qui avait essayé de mettre de l'éthanol dans son scooter, il avait plus de puissance, il pouvait plus démarrer. Enfin ça tournait, mais quand il accélérait, ça faisait rien. Donc voilà, sur ce genre de véhicule, à moins que vous ayez une grosse Harley Davidson, vous verrez sur le site qui compare les modèles, il y a des mecs qui roulent en Harley avec de l'éthanol. Mais bon, voilà, effectivement, on peut changer de gicleur. Il faut mettre un gicleur 20% plus gros en général. Ou alors rouler avec le starter. Mais effectivement, sur une voiture à carburation, par exemple les C15 sont très sensibles à l'éthanol. Quand vous avez un mauvais mélange, donc une mauvaise richesse, la combustion sera trop chaude et il y a des moteurs qui cassent parce que la température est tellement élevée, ça fait fondre le piston. Donc là, il y a vraiment quelque chose à surveiller pour les moteurs à carbu. Mais sur les Super 5, par exemple, c'est pas un problème. Les moteurs à injection, donc c'est tous les moteurs actuels. En général, ils compensent spontanément. Parce qu'une voiture aujourd'hui, avec son ordinateur de bord, elle est censée être capable de supporter de rouler dans les Alpes, par exemple. Donc il y a déjà un programme dit adaptatif dedans qui va compenser la quantité d'injection. Et donc en fait, en roulant à l'éthanol, ton ordinateur va interpréter que tu roules à 4000 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'il y a une petite adaptation de quelques semaines sur les voitures comme les 106 ou ça. Voilà. J'ai remarqué que les voitures, après j'ai regardé un peu sur le site, j'ai remarqué que les vieilles voitures, elles acceptent mieux l'éthanol que les nouvelles, par exemple. Ouais, alors ça vient du fait que t'as pas... J'ai regardé sur une Clio 4, 20%, alors qu'une vieille voiture, ça va être 100%, 70%, 80%. Oui, en fait, je pense que ça vient surtout du fait qu'avec un carburateur, l'ordinateur de bord, il n'y en a pas, donc il ne vient pas t'embêter avec l'injection. Il faut vraiment, sur des véhicules qui sont sensibles à l'éthanol, comme une Twingo par exemple, il faut laisser le temps au véhicule de s'adapter, il faut y aller par palier. Chaque semaine, vous mettez 10% ou 20% de plus. Les 106, par exemple, on peut mettre 100% directement, mais pas les Twingo. C'est aussi dû à l'alliage des chemisages de cylindres qui résistent plus ou moins à la température qui est augmentée par l'éthanol. Oui, il y en a aussi. Alors, en fait, si la richesse est bien faite, la température de combustion est plus faible. Ouais. Mais si la richesse est mal faite, effectivement, après, le fait d'utiliser un carburateur, c'est un risque. Moi, personnellement, j'aurais une voiture à carbu, je pense pas que je le ferais sans changer de gicleur au moins.
ou tirer sur le starter, quoi. Mais au niveau de l'alliage, ça change rien. Le problème des calculateurs de bord, il n'est pas simple à régler. Parce que le défaut revient systématiquement, le calculateur remet systématiquement la voiture en sécurité, donc tu dépasses plus 90 km/h et demi-tour. Ouais. Tu peux rouler, effectivement. Mais c'est emmerdant. Enfin, moi, je vois sur la mienne, ça s'est joué au niveau de l'huile. J'ai mis une huile de E10 au mètre de 5. Et en plus, il faut la valise Renault pour modifier les paramètres. Alors oui, en fait, il y a différents degrés de panique de l'ordinateur de bord. Il peut y avoir le voyant moteur qui se déclenche pour un défaut minime, auquel cas il va pas se mettre en sécurité. En général, c'est plutôt ça qui se déclenche avec l'éthanol. En général, ça peut arriver que l'ordinateur considère que le défaut est si grave qu'il va se mettre en sécurité, en mode dégradé, on appelle ça, et vous dépasserez pas 2000 tours. Mais si c'est un défaut minime, le défaut disparaît quand vous remettez de l'essence. Normalement, effectivement, il y a des complications qui peuvent apparaître sur certains véhicules, dont les Chevrolet Spark, typiquement, c'est ça qui se passe, quoi. Le voyant s'allume et il persiste. En soi, au niveau mécanique, c'est pas grave, c'est surtout un problème d'informatique. Si on réquisitionnait 20% des terres cultivées pour le produire, ça représenterait vraiment un problème, dans le sens où on changerait pas nos habitudes Ben, en fait, ça... dans la monoculture générale, même pour l'alimentation, etc. Si on réquisitionnait 20% pour produire du éthanol, ça... Au-delà des problèmes déjà existants pour l'agriculture, le gros problème surtout, c'est que ça nécessiterait pour nous de réduire, par exemple, alors c'est un choix qu'on peut faire, hein, un choix politique, on peut réduire notre consommation de viande. Étant donné que 70% des terres cultivées produisent des aliments à destination animale pour produire notre viande, si on réduit, si on mange 2 steaks par semaine en moins, par exemple, on peut effectivement réquisitionner 20% des terres. Si on fait ça, on évite d'augmenter le cours des matières premières agricoles. Par contre, si on le fait pas, oui, les prix vont grimper, on va se mettre à importer ailleurs et en fait, on délocalise le problème, ça servira à rien. C'est une politique à prendre en compte. Ouais. Actuellement, en Europe, le but, c'est d'avoir 20% d'agrocarburants, parce qu'ils sont fans de biodiesel aussi, 20% d'agrocarburants dans tous les carburants pour le transport routier d'ici à 2030. Bon, ça reste une tendance assez lente. Question anti-pollution. Si on se base exclusivement sur les gaz à effet de serre, il semblerait effectivement que l'éthanol est meilleur. Maintenant, je t'ai parlé de l'étude américaine en sciences et technologies de Mark Jacobson, Oui. qui dit que le bioéthanol, les produits de dégradation de l'éthanol, il y a des choses dangereuses dedans, notamment, on en a parlé, j'ai oublié le nom. L'acétaldéhyde, oui. Voilà, Alors, en qui fait, serait ouais. cancérigène, par exemple. En fait, oui, tout à fait. Le problème, si vous voulez, la combustion de l'éthanol, quand elle est bien faite, ça rejette de la vapeur d'eau et du CO2. Mais bon, on l'a vu, moins de CO2 qu'avec de l'essence. Le problème, c'est qu'une combustion est jamais parfaite. Même quand elle est bien gérée par le calculateur, vous avez des suies. En général, dans le diesel, par exemple, c'est des particules fines, des oxydes d'azote, des produits cancérigènes avérés. Dans l'essence, il y a des produits cancérigènes présumés, et c'est le cas aussi pour l'éthanol. Il y a un élément, donc l'acétaldéhyde, qui augmente avec l'éthanol par rapport à l'essence. Tous les autres diminuent en moyenne de 60%. Avec l'acétaldéhyde, ça grimpe de 20%. Alors effectivement, il n'y avait qu'une seule étude. Donc une étude toute seule est à prendre avec des pincettes. En général, on préfère s'orienter sur... Et puis voilà, il faut voir les conflits d'intérêts effectivement de la société qui fait l'étude. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. J'en sais rien. Je vais parler après. J'ai pas de... Bah, faut lire l'étude On sait très bien et que puis... les Ouais. études sont financées aussi par des gens qui sont parfois jugés partis. Bah, l'idéal, c'est d'avoir des labos indépendants et d'être sûr qu'ils sont indépendants. Est-ce Voilà. qu'ils vont laisser le bioéthanol c'est pas une meilleure. Oui, parce qu'évidemment, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de promotion aussi vient du fait qu'il y a un lobby pétrolier évident en Europe et en France. Et en plus de ça, la France investit, pour vous donner à titre d'exemple, 80 milliards d'euros par an dans les énergies fossiles et 5 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables. Donc il y a forcément un impact de lobby derrière, il ne ferait pas ça gratuitement. Mais qui est-ce qui distribue le bioéthanol? C'est forcément un distributeur qui a déjà Alors en fait, il est... à voir avec le pétrole. Oui, c'est le gros problème de la dépendance du bioéthanol en tant que carburant. Bon, déjà, il y a les 15% d'essence. Donc là, on est lié à l'industrie pétrolière. En plus de ça, il faut le transporter vers les stations qui sont donc acheteuses d'éthanol en stock. Le producteur d'éthanol, ce sont les syndicats agricoles, et c'est eux qui fixent le prix, en plus du prix variable des 15% d'essence qu'on rajoute dedans. Mais après, c'est par exemple Total qui va commander aux syndicats agricoles X millions de mètres cubes pour ces stations. Donc si Total le fait, c'est qu'il y a du fric à faire. Oui, en fait, ça vient du fait qu'il y a un crédit d'impôt pour les stations-service et pour les diffuseurs de carburant. Par exemple, une station-service moyenne, je ne saurais pas vous dire la taille, mais j'avais lu le chiffre,
de 150 000 euros par an d'économiser d'impôts pour une station-service moyenne qui utiliserait de l'éthanol. C'est pour ça qu'il y a des stations qui avant n'avaient pas de l'éthanol et qui en mettent de partout. Et en général, c'est les grands groupes qui le font parce qu'il faut investir dans une cuve, il faut rajouter une pompe ou alors arrêter de distribuer de l'excellium diesel pour mettre de l'éthanol à la place. Bon, c'est un choix à faire et c'est des pertes de parts de marché puisque l'éthanol, il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Oui, mais ça veut quand même dire que s'ils font ce sacrifice-là, c'est qu'ils ont idée qu'il n'y a aucun avenir dans l'éthanol et qui restent les maîtres du jeu. Je ne vois pas comment un lobby pourrait dire bon, on va prendre les 150 000 d'impôts, de retrait de crédit d'impôt, ce truc-là pour derrière contredire l'éthanol, oui. Bah, en fait, je pense que c'est s'ils pensaient que ça a un avenir quelconque, ils se donneraient le mal de le contrer en ne le distribuant pas. Ce serait tellement simple de ne pas le distribuer, quoi. Oui, tout à fait. Ben, je pense qu'il y a deux phénomènes qui entrent en jeu. Le premier, c'est que, étant donné qu'ils ne sont pas contre l'éthanol, on le voit étant donné qu'ils ne font pas de pub contre l'éthanol, ils se permettent de le distribuer, de l'acheter, il y a l'incitation financière. Et puis il y a aussi un truc qui doit jouer énormément, c'est que vous avez une inertie énorme dans la société pour passer d'un carburant à l'autre, d'une technologie à l'autre. Même quand vous avez quelque chose de... Admettons que l'éthanol soit sérieusement supérieur et que ce soit avéré qu'il vaille mieux utiliser de l'éthanol, ce qui n'est pas le cas. On n'aurait pas d'un seul coup que de l'éthanol à nos pompes. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui roulent au diesel ou à l'essence et qui ne veulent pas changer, ça incite les stations à quand même conserver beaucoup de carburant d'origine pétrolière uniquement. C'est un mélange des deux. Les entreprises, je pense, sur ce jeu-là, sur l'éthanol, c'est un jeu d'incitation financière. Et je pense qu'ils ont tous des branches, entre guillemets, renouvelables, où ils essayent, soi-disant, de faire de la pub sur les biocarburants. Par exemple, Total, qui distribue du carburant habituel, c'est eux qui détiennent une usine pour l'huile de palme dans le sud de la France. Et ils sont là-dedans aussi, donc ils vont pas non plus se contredire. Effectivement, ils vont pas aller faire de la pub anti-éthanol alors qu'ils produisent des biocarburants. Je pense que c'est vraiment un rapport de force. C'est l'équilibre actuel des organismes là-dessus. Oui. Bah, à la fin, c'est le flou qui choisit. Ouais. Et les autres pays européens, tu dis que la France, c'est l'un de ceux qui... Enfin, avec le Brésil... C'est un des plus gros producteurs mondiaux. Ouais, On exporte un peu, ouais. Il n'y a aucun autre pays non plus qui est... Alors, producteur, pas vraiment. Il y a des producteurs d'éthanol partout, puisque l'éthanol, comme on l'a vu, on le boit et on l'utilise comme solvant. Un cas très intéressant, c'est la Suède, qui consomme beaucoup d'éthanol par habitant. Par exemple, dans la ville de Stockholm, ils ont un carburant pour moteur diesel à base d'éthanol. Ils ont 95% d'éthanol légèrement modifié pour fonctionner, pour s'allumer spontanément, parce qu'il n'y a pas de bougie dans un moteur diesel, donc il faut que ça s'allume spontanément. Et il y a 5% d'huile végétale. Donc les bus, par exemple, du réseau de transport en commun de Stockholm utilisent exclusivement ce carburant. Et 50% des besoins d'énergie pour les véhicules essence à Stockholm ou sur le parc routier du comté de Stockholm utilisent de l'éthanol. En fait, c'est 50% des gens qui ont un flex fuel, un véhicule déjà adapté pour l'éthanol. Vous n'avez pas besoin de mettre de boîtier, il est déjà fait pour. Et ils ont acheté ça puisqu'il y a des incitations financières. Là-bas, acheter une voiture flex fuel, ça coûte moins cher que d'acheter une voiture essence. En France, il n'y a pas de flex fuel à cause du fait que les constructeurs boudent ce carburant vu qu'il est peu utilisé. Et en Suède, est-ce que c'est la Suède? Est-ce que c'est sur le territoire suédois qu'on produit l'éthanol? C'est une importation française et américaine. Donc voilà, il y a aussi... Les changements de culture et tout ça, enfin, là où ils sont allés plus vite sur l'idée de passer au flex fuel, ils n'ont pas tellement bougé sur la manière d'utiliser leur terre cultivée. Alors tout à fait, après le problème de la Suède, c'est surtout une question de climat. Parce que là-bas, c'est... De démographie, il y a ça. De personnes différentes. Mais en Suède, il serait très compliqué de produire en masse des végétaux destinés à l'utilisation de l'éthanol. Ils peuvent déjà pas faire pousser de tomates ou de salades ou ce genre de choses en dehors d'une serre chauffée même. Donc ils importent majoritairement, en plus ça leur coûte certainement moins cher. Ça doit certainement aussi être un choix financier pour eux, vu que c'est un petit pays. Plutôt investir dans l'importation d'un pays déjà producteur, plutôt que d'investir dans toute la filière éthanol qu'il faudrait construire. Sans doute, mais ça c'est sûrement aussi un ressort de l'absence de ressort, enfin une espèce de clapet qui bloque le truc, c'est que ça ne peut pas être considéré comme quelque chose, un circuit véritablement fermé, écologique, ouais. Vu que ça implique que des territoires entiers soient dévoués à une monoculture qui ne profitera pas à ses habitants, mais à d'autres personnes qui vivent complètement ailleurs, avec un autre mode de culture. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme c'est pas si on arrête de consommer de la viande en France qu'il y aura moins
de production fourrage, c'est en Argentine que ça se passera. Oui, aussi, bah, il y a ces dépendances internationales. C'est super, enfin, non, mais je veux dire, même à l'intérieur de l'Europe, c'est pas, c'est compliqué cette chose-là, quoi. C'est pas, Oui, les choix politiques agroalimentaires impactent les autres pays tout autant que les nôtres, oui, tout à fait. Mais on le voit notamment avec l'éthanol brésilien, qui est la production brésilienne n'est pas vraiment exportée au niveau de l'éthanol, mais rien qu'à l'intérieur du pays, entre les différents États de la fédération qu'est le Brésil, il y a énormément de... Les États brésiliens qui utilisent majoritairement l'éthanol, c'est pas les États qui sont concernés par la déforestation, par exemple. Puisque la déforestation a lieu dans l'ouest, alors que la majeure partie de la population est sur la côte, et que c'est là qu'on roule à l'éthanol le plus, finalement. Oui. Je change de sujet, mais genre tu dis qu'il y a moins de puissance avec l'éthanol. Oui. C'est-à-dire il y a moins d'accélération ou il y a moins de vitesse? Ben, en fait, c'est les deux. Parce que je me dis que qu'on roule à 80, on s'en fiche un peu, non? Ouais. Ben, moi, je roule à 80. Est-ce que tout le monde roule à 80? Non, mais tout le monde, voilà. Mais techniquement, ça t'empêche pas d'aller à 130. Ça t'empêche, si tu peux aller jusqu'à 220 avec l'éthanol, tu iras jusqu'à 190. La grosse différence, c'est que C'était pour savoir si c'était niveau vitesse ou C'est un peu accélération. permis quand même. c'est les deux. La vitesse, elle est définie par la capacité qu'a ton moteur à augmenter sa vitesse. Et augmenter sa vitesse, c'est une accélération. Donc comme tu accélères moins, mais c'est 20% ou 30% si tu roules sans boîtier, donc c'est pas très... Ouais, ça se ressent pas. Ça se ressent surtout sur la consommation, parce que tu vas psychologiquement appuyer plus, donc tu vas avoir le même résultat qu'avant, à moins que tu bourrines déjà. Hein. Et du coup, à la fin, tu verras ton aiguille se casser la gueule super vite, surtout les premiers jours. Le premier plein à l'éthanol sur une 106, par exemple, vous allez faire 300 km. Donc là, vous allez remettre de l'essence après. Mais voilà, il y a un gros effet là-dessus. Et il y a des voitures aussi qui consomment déjà beaucoup. Hein. Nous, notre 206, 700 km, c'est en conduite autoroutière. Si je roule en ville, je fais moins de 500 bornes. Et avec l'éthanol, du coup, je baisse encore cette autonomie.